On va continuer avec Karine Fouteau autour de questions qui sont au cœur justement de cette occasion manquée des 5 ans, de la confiance, notamment la confiance dans les quartiers populaires, la confiance de la jeunesse. François Hollande avait dit que c'était sa priorité au fameux discours de campagne. C'est Karine pour la dernière séquence, le dernier 10 minutes qui nous reste. Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir madame. Alors moi je voulais revenir d'abord sur une déclaration de Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui a expliqué sur une radio hier matin que la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay en 2013, alors que vous étiez ministre de l'économie, était due, donc selon lui, à, je cite, l'omniprésence religieuse, sous-entendu l'islam, qui aurait occasionné des arrêts de travail et une baisse de la productivité. Bon, ce type d'accusations ne sont pas d'une grande nouveauté. En 1983, déjà, 3 ministres socialistes, parmi lesquels Jean Auroux et Pierre Mauroy, reprochaient aux ouvriers grévistes dans l'automobile, dans ces mêmes usines de l'automobile, d'être des intégristes. Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Est-ce qu'il y a un problème en France de la présence religieuse dans les entreprises, ou est-ce qu'il y a un problème de responsables politiques français depuis 30 ans à stigmatiser toujours un peu la même partie de la population, notamment les musulmans? À renvoyer une classe ouvrière à une identité religieuse. D'abord, je suis tout à fait surpris, cette déclaration m'avait échappé, je suis tout à fait surpris de cette analyse. Moi, je peux attester, parce que vous posez une question précise, au moins disons les choses. Le dossier PSA, vous le connaissez, oui, vous l'avez vécu. PSA était en quasi-faillite. Ce dont je ne m'étais pas rendu compte à ce point-là, lorsque on a envoyé finalement nos ingénieurs des mines travailler sur la comptabilité, sur ce qui se passait dans cette entreprise. Et j'aurais voulu sauver Aulnay, mais malheureusement, il a fallu qu'en catastrophe, l'État signe une garantie de cautionnement de la banque PSA Finance, celle qui permet le crédit à la consommation pour tous les acheteurs de véhicules Peugeot Citroën. Et si cette banque elle était au bord de la défaillance, si cette banque tombait, c'était tout le groupe qui s'effondrait. Donc nous en étions là et ça a coûté 7 milliards. Enfin, en tout cas, il a fallu donner la garantie à hauteur de 7 milliards. C'est vous dire la grande inquiétude qui était la nôtre. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons nationalisé partiellement PSA. J'en suis très fier. C'est une nationalisation qui a marché. On a fait un accord avec les Chinois. On a réduit la famille à 14%. L'État est entré à hauteur de 14%. Les Chinois sont entrés à 14%. Fait un accord tripartite et l'État a pris les rênes. C'est M. Louis Gallois qui est devenu le président du conseil de surveillance. Et en vérité, PSA s'est redressé. Donc Aulnay, la chute d'Aulnay, elle est liée à la chute de PSA qui a retrouvé maintenant des couleurs. Vous savez d'ailleurs que c'est un bon investissement pour les contribuables puisque on a réussi à doubler le prix de l'action. Donc les la question c'est l'islam renvoyé à des ouvriers qui luttent pour leur emploi. Moi je considère, si vous voulez, que la question de la liberté de conscience, de culte, a été garantie par la loi de 1905. De même que le refus de l'intrusion dans le champ de la politique, du service public, de l'autorité publique, de toute forme de transcendance, de religion, a été garanti par la loi de 1905. C'est cet équilibre des pères fondateurs sur lesquels nous vivons depuis plus d'un siècle. Donc défendons-le. Donc ça suppose donc que dans le champ de l'action politique et publique, là où les citoyens se rassemblent pour construire leur destin commun, la religion soit écartée. Donc il faut donc, pour moi, écarter le risque d'accommodement. Il y a certains intégristes, ça existe. On va pas, le fondamentalisme religieux est dans le monde entier. Il a d'ailleurs organisé la confusion à niveau de certains États. Certains États organisent la propagation du fondamentalisme virulent. Certains États. Dans la tête de certains individus, la confusion entre la politique et la religion existe aussi. Mais la France offre cette garantie d'écarter le champ de la politique, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Donc le risque d'accommodement existe, c'est-à-dire où finalement il peut y avoir la tentation que certaines communautés veuillent imposer une loi qui ne soit pas la loi de la République. Ça n'est pas négociable. De la même manière, le fait qu'on stigmatise à l'effet d'une religion et même qu'on en fasse un fonds de commerce électoral, ce qui est le cas en ce moment dans un certain nombre de partis politiques,
me paraît condamnable. À partir de là, on a une ligne de conduite qui est solide, robuste, et qui permet de rassembler les Français. Pourquoi? Nous sommes attaqués par un proto-État qui se fait appeler Daesh. État islamique. Oui, qui a un projet criminel, totalitaire, et qui utilise l'islam à des fins violence extrême. Quelle est la réponse d'une nation comme la nôtre, qui a toujours vécu dans sa diversité? C'est l'unité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai défendu l'établissement d'un nouveau service national, civil, militaire, humanitaire, pour refaire France, se remettre ensemble. Car les Français, dans le séparatisme territorial, éducatif, social aujourd'hui, et les discriminations en font partie, est aujourd'hui dans une situation de fracturation et non pas de cohésion. Donc reprendre la lutte pour la cohésion nationale, pour ça quand je vous parle de confiance dans le chapitre précédent, ça a un sens pour moi dans la lutte contre la haine, cet esprit d'entraide, de confiance, de concession réciproque. C'est la même chose dans l'ordre du sociétal, où nous devons nous unir pour faire face à la menace, et nous avons besoin évidemment de tous les Français, quelle que soit leur religion, particulièrement ceux qui sont de confession musulmane. Moi je suis frappé, je vais vous dire, de voir l'invasion de considérations religieuses dans le champ politique. Pourquoi? D'abord parce que moi, je n'ai jamais vu caractériser quelqu'un à travers sa religion. C'est quelque chose que je ne demande pas, qui ne m'intéresse pas, parce que je m'adresse aux citoyens, à sa raison. La transcendance, comme disait Régis Debray, que j'aime beaucoup, que j'admire énormément, il disait les guerres de religion sont insolubles. Et nous sommes des spécialistes en France. On en a eu quelques-unes sur notre territoire, dans notre histoire. Nous n'avons donc les pères fondateurs de la laïcité de 1905 ont en quelque sorte écarté cette influence des transcendances et des conflits de transcendance. Alors quand même, revenir sur cette loi de 1905, parce qu'en réalité, elle est diversement interprétée, y compris du côté des candidats à la primaire de la gauche. Donc si vous voulez bien... ah ben ça, c'est vous qui allez me l'apprendre. On pourrait essayer de préciser. Je n'ai pas vu les programmes des uns et des autres. Alors, parce que même en vous écoutant, parfois, on n'est pas vraiment sûr de comprendre exactement où vous vous situez. Sur l'affaire du burkini, si vous voulez, on n'y reviendra pas, mais c'est juste une manière d'amener le propos. Sur le burkini, vous dites, vous êtes contre. Ce vêtement symbolise pour vous la soumission des femmes. Mais en même temps, il ne faut pas faire de loi, il ne faut rien interdire. On ne comprend pas vraiment où est la cohérence. Et si vous permettez, en fait, cette question de la laïcité, comme vous le disiez tout à l'heure, au fond, elle oppose, y compris à gauche, deux camps. D'un côté, il y a ceux pour qui la liberté de conscience vient avant tout, qui est primordiale. Dans ce camp-là, du côté des candidats à la primaire, on a Vincent Peillon, on a Benoît Hamon, par exemple. Au-delà, on a Emmanuel Macron, qui sont dans cette position-là. Dans l'autre camp, qui se retrouve aussi à droite, on a ceux pour qui la défense de l'ordre public est prioritaire, et prioritaire au point qu'elle peut se faire au détriment, elle peut avoir lieu au détriment du libre exercice des cultes. Vous, j'aimerais savoir simplement, parce que finalement, à travers ce que vous dites, je ne suis pas sûre de saisir, dans quel camp vous vous situez et pourquoi? Est-ce que vous êtes plutôt Valls ou plutôt... Je vais vous dire, je n'approuve pas votre partition du champ intellectuel que vous m'imposez. Et je ne vais pas me laisser faire. Vous me dites, ah, vous êtes contre le burkini, mais vous ne voulez pas l'interdire. Ça me choque, le burkini. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut interdire tout ce qui vous choque? Je pense que c'est un problème dans un état de droit. Je ne suis pas favorable à ce qu'on prohibe le voile à l'université. Pourquoi? Les professeurs ne portent pas le voile parce qu'ils sont en magistère. Ils sont dépositaires de l'autorité publique. Ils ont un pouvoir d'influence. Mais la personne fait son choix, elle est majeure. Pas à l'école, puisque ce sont des mineurs. Voilà. Donc, nous avons... Qu'est-ce que j'appelle un accommodement qu'on ne pourrait pas accepter? Par exemple, j'avais noté ça, c'est les consultations médicales à la carte parce que un homme ne pourrait pas examiner une femme. Bref, ça, on n'accommode pas. C'est les horaires, les droits spéciaux finalement pour certaines personnes parce qu'ils auraient droit à ceci plus que d'autres. Non. Donc pour moi, c'est une position forte. Est-ce que pour autant, il faut, j'allais dire en quelque sorte, stigmatiser des comportements sociétaux qui appartiennent à la société libre? Non. Donc c'est une position,
j'allais dire raisonnable, voilà, et modérée. Finalement, et vous savez vous pourquoi elle est retrouvez- modérée? Je vais vous dire pourquoi elle est modérée. Elle est modérée parce que nous en avons besoin dans notre pays. Et que, d'une certaine manière, le risque d'excès et de tiraillement de la société est tel qu'un leader politique, un dirigeant politique, un aspirant candidat à la présidence de la République a le devoir de rassembler les Français. Et moi, je trouve que la loi de 1905 aujourd'hui, elle permet de rassembler les Français. Est-ce que cette volonté de modération dont vous parlez, elle ne se retrouve pas finalement dans le fait que dans votre équipe, vous avez des personnalités qui portent des tendances très différentes? Je pense à Marie-Françoise Blechter, pardon, elle qui vient du Chevènement-Matisse, enfin qui est Chevènement-Matisse. D'autres, en revanche, qui ont des positions qui se rapprochent davantage de celles de Jean-Louis Bianco, par exemple, à l'Observatoire de la laïcité. Finalement, est-ce que du coup, en ayant dans votre équipe des personnalités de tendance si opposées, en tout cas sur cette question-là, hein, de la laïcité, vous ne vous retrouvez pas dans une impossibilité d'avoir une position convaincante? Bah, écoutez, je vais vous dire, ceux qui veulent utiliser la laïcité comme outil de propagande électorale se trompent. Par Emmanuel Valls? Ils se reconnaîtront. Non, mais je vous pose une question. Est-ce que vous parlez d'Emmanuel Valls? J'ai répondu, j'ai fait ma réponse. Ils se reconnaîtront. Pour moi, c'est un sujet sensible, difficile, et il faut tenir la crête. Voilà. Et il faut rassembler les Français. Et il faut se garder de jeter de l'huile sur le feu. Donc pour moi, ma position est une position de rassemblement où il est possible, sous le toit de la République, de vivre ensemble et d'organiser en quelque sorte la conjugaison des différences. Je vais vous dire une chose. Je rejette la tyrannie de la minorité. La tyrannie de la minorité, c'est en quelque sorte ceux qui voudraient imposer leur loi particulière, communautaire, à la loi générale. Et je rejette la tyrannie de la majorité, qui voudrait que finalement la France ait une identité enracinée, qui refuserait les différences et qui voudrait imposer à la minorité ses préférences. Je ne veux ni l'un ni l'autre. Et là, pour le coup, vous avez le droit de dire que je suis plutôt dans le ni-ni. Pourquoi? Et je le revendique. Pourquoi? Parce que c'est le moyen par lequel nous pourrons faire tout le reste. Voilà. Si nous ouvrons nous-mêmes le chapitre des guerres sourdes et larvées des religions, nous n'en sortirons jamais. La France a, je le rappelle, après la révocation de l'édit de Nantes, chassé les protestants. Ils se sont réfugiés en Suisse. On a appauvri le pays. Il y a une histoire de la violence religieuse dans notre pays. Persécuter Oui. les Juifs. Je pourrais continuer. Je crois que nous avons une histoire lourde. Nous devons la relire. Dernière question, Ce Karine. refus de prendre position, parfois, se retrouve sur ce que vous pouvez dire en matière d'accueil des réfugiés. Puisqu'à la fois, vous dites qu'il faut accueillir davantage de réfugiés, mais pas trop quand même. Donc on se retrouve à nouveau dans cette espèce... Non, j'ai pas dit ça, là. Non, je vous corrige, pardonnez-moi, excusez-moi d'être un peu alors, direct. pardon, Non, je vous corrige, j'ai pas dit ça. corrigerez. J'ai pas dit un petit peu. Non, j'ai pas fait comme ça, surtout avec cet air désagréable. Non, j'ai dit, moi j'accueille sur la base... Désinvolte, vous vouliez dire. Un petit peu plus négatif, j'allais dire péjoratif. Voilà le bon mot. Non, j'ai dit... Non, mais c'est pas vrai, et je vous corrige, pardonnez-moi. J'ai dit, sur la base du volontariat. Oui, bon, mais on non. peut toujours faire appel aux bonnes volontés. Ça Mais mange vous pas de pain. avez... Mais madame, regardez ce qui se passe. Il y a 500 communes qui ont demandé des centres d'accueil et d'orientation. Et dans les communes où les préfets, au lieu d'imposer, sont allés convaincre, il y a eu des résultats. Certaines ça communes ont fonctionne. même proposé et le Ça préfet marche. n'ont pas été Il y a des capables communautés de trouver chrétiennes. des Il y a des personnes. communautés chrétiennes qui se sont engagées de façon militante. Il y a des communautés... Non, mais il y a eu certainement beaucoup de choses, effectivement. Non, mais attendez, qui ont eu lieu. madame. Là, je Non, vous non, demande non, la non. position de l'État. Non, mais la position de Et de l'État, la je viens de vous la politique donner publique. si c'était moi qui étais en charge. Oui. Je vais juste vous dire... J'aimerais savoir aussi ce qui vous différencie du coup, puisqu'on est encore une fois dans le cadre de la primaire de la gauche, ce qui vous différencie Non, mais ça, des je m'en autres moque de candidats. ce qui me différencie. Ah ben si, puisqu'on Non, va mais- quand même voter pour... Enfin, Non, mais certaines madame, personnes vont écoutez, voter moi, pour je l'un suis d'entre pas vous. comparateur de prix, je suis pas Édouard Leclerc. Donc vous faites votre travail, vous allez regarder ce que les uns et les autres disent, et puis vous ferez votre commentaire. Moi, je sais ce que je veux. C'est déjà pas mal. Je vais pas en plus savoir ce que les autres veulent, je comprends pas toujours d'ailleurs. Donc moi, je vais vous dire une chose, et soyons clairs et nets. Je défends une autre approche de l'accueil des réfugiés. Il y a une générosité dans notre pays, il y a une tradition d'hospitalité. Vous avez partout des Français qui se mobilisent. Pourquoi, enfin, c'est l'esprit de confiance, de reconquête de l'entraide, c'est cet état d'esprit républicain nouveau que je veux insuffler. Eh bien donc,
Moi, ça m'intéresse quand il y a une crise internationale. On a accueilli pendant la guerre d'Espagne 450 000 Espagnols qui fuyaient le franquisme. On a acquis les Boat People, le Sartron. Souvenez-vous, j'étais jeune lycéen. Dans mon village, on a accueilli des jeunes Cambodgiens qui d'ailleurs sont toujours dans le village de mes parents, d'ailleurs en Bourgogne. Eh bien, je dois vous dire que ça a parfaitement fonctionné. Et ça fonctionne encore de cette manière. Je suis allé à Grande-Synthe rencontrer des réfugiés syriens. Je suis tombé sur un avocat, une infirmière, leurs 3 enfants malheureux. Ils ne veulent pas aller en France. Pourquoi? Parce qu'ils disent les Français ne veulent pas de nous. Ben moi, je veux montrer que les Français, ils ont cette générosité, que ce sont des militants de l'accueil. Et je vais vous dire, eux veulent retourner en Syrie. Là, ils voulaient surtout aller en Angleterre, mais ils veulent retourner en Syrie quand il y aura la paix. Donc notre travail, c'est d'abord de faire la paix là où c'est la guerre, et c'est surtout d'éviter de se faire la guerre sur ce sujet, sur notre territoire. J'ai trouvé écœurant et révoltant le comportement d'un certain Laurent Wauquiez, qui a fait signer des pétitions pour dire, soufflant sur les braises de la crainte et de la peur. Moi, je trouve normal, je vais vous dire, moi, je suis d'une famille où on avait des bouchers charcutiers en Saône-et-Loire et des Algériens qui s'étaient installés dans le Morvan. Ma mère a la double nationalité, elle s'appelle Leïla. Donc moi, je sais ce que c'est que le racisme, la crainte, la peur, et en même temps, ces gens qui font des enfants ensemble, qui se marient, qui inventent, qui créent des histoires. D'ailleurs, j'en suis le pur produit. Vous voyez, je suis devenu député de Saône-et-Loire. Mon grand-père, s'il me voyait, il m'a dit, je vais mourir, je ne te verrai pas député. Il avait la prémonition, c'est vrai, j'étais avocat à l'époque. Et je dois vous dire que toute cette histoire de la crainte, les Français ont peur de l'inconnu, mais en même temps, les Français se laissent apprivoiser. Parce qu'ils savent que leur histoire, c'est l'histoire du mélange. Merci Karine. On est arrivé au bout de cette 1 heure, un quart d'échange. Merci de m'avoir autorisé à plaider ma cause à de nombreuses reprises. Mais Monsieur Plenel. C'est le lieu. Et en plus, avec vos sous-titres qui étaient formidables. Nous posons